ça a été découvert assez récemment. Et moi, j'étais passée totalement au travers des mailles du filet. Alors, on va mettre un petit autoportrait du monsieur. Et puis, on va essayer de parler un petit peu de son œuvre ce matin, de sa peinture. Je pense qu'on en a bien pour 2 heures. Dit-elle d'un air catastrophé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour vous aussi que je m'inquiète. 2 heures de baratin sur Hopper, c'est peut-être un petit peu long. Bien entendu, si vous avez besoin de sortir pour une raison quelconque ou même de partir, vous partez, je vous en voudrais pas. Par contre, si vous avez des impératifs et que vous partez, n'oubliez pas de me demander, moi je vous le donne maintenant, je vais vous le donner maintenant, le petit document récapitulatif de la matinée. Comme ça, voilà, ce sera fait. Alors, je prends les deux, je vous en donne un pour deux. Merci. Oui, c'est une très bonne idée. Sans qu'il y a du métier derrière. Voilà. Je n'ai pas pu agrafer parce que je vous fais passer en fait par là. J'ai pas pu agrafer, c'était trop épais mon affaire. Voilà, on fait passer. Non mais c'est vraiment ce que je vais vous dire ce matin. Donc c'est vrai que ça peut tout le monde a un exemplaire là du coup? Bon, bah c'est bien. Ok, comme ça, si vous voulez partir, vous pouvez partir discrètement sans dire je m'en vais, etc. Bon, super. Alors, moi en plus, je suis très heureuse de parler d'Edward Hopper parce que c'est un artiste avec lequel je partage mes initiales. En prenant des notes, je vois marqué EH, mais pourquoi j'ai mis mes initiales? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes. C'est plutôt bien, c'est plutôt flatteur. Alors, c'est un peintre qu'on classe dans la catégorie des peintres réalistes. On parle du réalisme américain. Alors ça, c'est un premier point d'achoppement sur la peinture d'Hopper. C'est un peintre figuratif, puisqu'effectivement, toute sa peinture, vous reconnaissez ce qu'il vous montre, les personnages, les lieux, les architectures. Donc, il y a effectivement du figuratif dans sa peinture. Mais c'est compliqué de parler de réalisme, parce que c'est quand même une peinture qui n'est pas directement représentative de ce qu'il voit. C'est une peinture qui est recréée en atelier à partir de croquis de la réalité, notamment des croquis à l'aquarelle. Et il y a tout un travail de décantation du réel, d'appropriation de la réalité, qui fait qu'on est quand même sur une très grande subjectivité dans la peinture, et qui fait qu'on parle quand même difficilement de réalisme. On essaie de lui retirer, là, ces dernières années, cette étiquette de peintre réaliste, parce que ça va plus loin que ça. C'est une autre façon d'aborder la réalité. Même si, à son époque, donc dans les années 20, 30, 40, 50, 60, qui sont ces années de travail, de production, il était à contre-courant de ce qui se faisait, puisque à partir des années 40, la peinture américaine, c'est l'abstraction. Donc là, évidemment, par rapport à l'abstraction, on s'est dit, oh là là, oui, lui, il est réaliste. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc, vous allez voir, plus il avance dans le temps et plus il simplifie sa peinture. Et on peut de moins en moins parler de réalisme. Encore au début, il y a des petits éléments de décor, il y a des choses comme ça qui sont reprises dans les premières peintures qu'il va complètement abandonner vers la fin, où le sujet va être de plus en plus épuré, de plus en plus proche finalement de l'abstraction, qu'il a pourtant beaucoup dénigré. La colère, on parlait d'abstraction, mais plus il a vieilli et plus il s'est approché de cette manière de peindre. Alors, donc c'est un peintre américain qui est né en 1882 et qui a été assez peu volubile sur lui et sur son travail. Donc on sait peu de choses de ses intentions créatrices, c'est à nous d'imaginer.
Mais par contre, il a quand même pris position, notamment en faveur de la peinture française et de la peinture européenne, dont il était fou amoureux. Donc on sait qu'il y a des influences de ce côté-là, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et c'est un peintre qui était malheureux dans son époque, parce qu'il avait, on le trouve un peu rétro, un peu conservateur, ce qu'il était probablement au niveau du tempérament, et ce qu'il était aussi dans sa peinture, c'était quelqu'un imprégné de peinture traditionnelle, et qui ne voulait pas justement quitter la figuration, quitter la peinture de maître. Donc c'était pas, il ne se ressentait pas lui comme un avant-gardiste, et il voulait doter l'Amérique de peinture vraiment figurative, alors que c'était le moment de toute autre chose. Donc il était à contre-courant, ce qui ne l'a pas empêché de vivre correctement, parce qu'il a vendu ses toiles de son vivant, avec des petites années de vache maigre au départ, mais voilà, c'est quand même un peintre qui a bien vécu et qui a connu la notoriété de son vivant. On lui a consacré 2 rétrospectives dans sa carrière, ce qui est quand même plutôt une belle réussite. Donc c'est une œuvre, vous allez voir ce matin, qui est marquée par ses traits de caractère, quelqu'un de seul, même s'il a vécu en couple, quelqu'un dont on dit qu'il était assez désabusé, assez froid, assez taiseux. Il aimait la solitude, il aimait le silence, il aimait le calme. C'était quelqu'un de très cultivé, qui lisait beaucoup, très érudit, et qui n'était pas bavard, n'était pas dans une socialisation à outrance, voire même presque anormale. Hein, presque anormale. Alors sa femme, c'est tout le contraire. Elle parlait beaucoup, elle était très expansive, et c'est grâce à elle que son travail aussi a été connu, parce que si elle n'avait pas été là pour mettre en place toute la visibilité du travail de son mari, ben certainement qu'on serait passé à côté de ce que lui faisait. Et elle était peintre, on reviendra sur elle, elle était peintre et elle a eu toute sa carrière en berne pour s'occuper de celle de son mari. Voilà. Ça a été un binôme, un couple assez incroyable, tant dans le privé que dans le public. Mais effectivement, ils ont eu ce fonctionnement où elle a mis en lumière le travail de son mari. Elle s'est effacée complètement pour que nous, on puisse avoir accès à ses œuvres. Le document que je vous ai préparé, il est composé de petites... alors ça, c'est mon bazar à moi, mais évidemment, vous n'avez pas tout ça. C'est composé de petites pages avec des traits noirs comme ça, qui correspondent plutôt à l'évolution de sa vie, à des éléments biographiques. Et puis après, vous avez des pages en couleur, avec des fonds de couleur, pour les analyses d'œuvres. Hein, vous verrez à l'intérieur. Donc, ça démarre effectivement plutôt par une approche biographique. Hopper est né dans une famille de commerçants proche de New York, et c'était une famille plutôt modeste, très catholique, protestante et de confession baptiste. Alors moi je ne suis pas une spécialiste des professions religieuses, mais le baptisme c'est une confession qui s'intéresse surtout au baptême de Jésus. Puisque, alors il y en a dans la salle qui vont savoir mieux que moi, mais je crois que c'est le prophète Jean-Baptiste qui a annoncé la venue de Jésus et qui l'a baptisé sur les bords du Jourdain. Donc d'où la confession baptiste. Donc lui, il est de confession baptiste au départ, protestant, et dans sa peinture, on va beaucoup parler de cette résurgence du puritanisme. On trouve sa peinture assez puritaine. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fioritures, c'est toujours dans l'économie, et c'est aussi comme ça qu'il a vécu d'ailleurs. Malgré la notoriété, quand l'argent a commencé à rentrer, il s'est offert une maison, il a fait construire une grosse maison en bord de mer, on en parlera, mais ça a été son seul luxe. C'est quelqu'un qui vivait dans une forme de dénuement, et ça a été comme ça toute sa vie, au désespoir de sa femme, puisqu'ils ont vécu dans des espaces non chauffés, très très spartiates,
Vous verrez, il y a beaucoup de murs vides dans son œuvre, mais il vivait aussi comme ça. Hein. C'était comme ça une espèce de chose assez froide où on va vers le spirituel, la foi et l'essentiel. Il a commencé comme illustrateur. Il a fait la New York School of Art. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien. Et donc, c'était une école prestigieuse à New York qui formait surtout des graphistes, des illustrateurs, et il a fait ces études-là. Un peu à contre-cœur, parce qu'il n'aimait pas du tout son métier d'illustrateur, qu'il a pourtant fait longtemps. Il considérait que c'était être illustrateur, c'était ne pas être artiste finalement, c'était faire des dessins de commande et faire un art, pratiquer un art mineur. Mais en tout cas, ça l'a nourri pendant les premières années de sa vie professionnelle. Et puis, ça lui a aussi donné la possibilité d'apprendre des manières de composer, des manières d'utiliser la couleur dont il va se resservir, et puis des sujets aussi de peinture qu'on va retrouver après dans son travail. Donc ça l'a quand même nourri financièrement, mais nourri aussi artistiquement, quoi qu'il ait voulu en dire. À la New York School of Art, il a un professeur qui est très renommé à l'époque, qui s'appelle Robert Enright, et cet homme va aussi former sa femme, puisqu'il a rencontré Joséphine là-bas, dans cette école. Vous verrez tout à l'heure un portrait de Joséphine peint par justement Robert Enright. Donc c'était une sommité à l'époque, quelqu'un qui travaillait plutôt une palette figurative, pour le coup réaliste, et avec des tons assez sombres. Donc vous verrez que c'est quelque chose qui a aussi beaucoup influencé Hopper, qui a souvent une tonalité sourde dans son travail, et une palette assez restreinte. Donc c'est un héritage de sa formation première. Alors, Hopper, il a passé toute sa vie à New York, sauf de 1906 à 1910, quand il était jeune homme. Il a fait plusieurs voyages en Europe, et notamment, il s'est rendu 3 fois à Paris. Alors 1906, 1909 et 1910, il est allé 3 fois à Paris. Alors, je vous ai mis un petit gros plan ici d'une des toiles qu'on reverra, je pense, après. Paris, ça a été un choc pour lui. Alors déjà, il avait appris la langue française, il lisait beaucoup, il a lu toute sa vie des œuvres françaises, il écrivait français très très bien. Il s'est vanté d'ailleurs d'avoir eu un aïeul du XVIIe siècle, peintre français. Donc il se vantait de ses souches françaises, et c'était un amoureux de la France. Donc ça a beaucoup compté dans son travail, et cette période française, elle va le nourrir tout au long de sa vie. Même s'il n'y retournera pas après 1910. Il y a eu ces 3 voyages, cet amour fou pour la France qu'il a partagé avec sa femme, qui était aussi francophile, donc ils se rejoignaient, et qui était aussi très cultivé comme lui. Donc ils se rejoignaient aussi là-dessus. Mais il n'est pas retourné, il n'est jamais retourné à Paris, et il est resté vivre aux États-Unis. Alors là, je vous montre ici 2 œuvres, il y en a plein bien sûr, de sa période parisienne. Donc la période parisienne, elle se caractérise souvent par des paysages, des vues aussi de Paris, hein, avec un peu d'architecture. La palette commence à s'éclaircir au moment où il voyage à Paris, et on commence à retrouver des chocs de tons qu'on aura un petit peu par la suite, notamment l'emploi de tons ocre et de tons bleutés qu'on aura tout au long de sa carrière. On va retrouver ce genre de teintes de manière très très forte. Et déjà le goût pour l'architecture. C'est un peintre qui aimait l'architecture follement, et il s'en est jamais caché, et il n'a jamais su expliquer pourquoi. L'architecture, et pas n'importe laquelle, les lignes droites, parce qu'il y a des architectures qui manient plus ou moins la courbe. Lui, vous allez voir, c'est beaucoup la ligne pour elle-même, donc l'architecture de base avec l'horizontale et la verticale.
Autre peinture de cette époque française, ou pas tout à fait, le Pont des Arts, effectivement, ça a été réalisé en France. Et Soir bleu, on va la détailler un tout petit peu ensuite. C'est une peinture, c'est sa peinture la plus française, mais c'est une peinture qu'il a réalisée de retour à New York. Donc c'est avec un souvenir de ces années françaises qu'il a peint cette toile. Et c'est une œuvre très particulière dans son travail. Elle n'aura pas d'équivalent. C'est une œuvre très très spéciale. Sur le Pont des Arts que vous avez en haut à droite, il y a déjà aussi les premiers axes de composition à la Hopper qui se mettent en place, puisqu'il utilise beaucoup de diagonales dans son travail. Et ça, c'est un héritage de ce qu'il a vu chez les grands peintres européens, français, et notamment Degas. Il était très sensible aux compositions et au cadrage de Degas, qu'il a beaucoup copié déjà pour les appréhender, et puis ensuite qu'il a retravaillé dans ses propres paysages à lui. Donc ça, les lignes d'oblique comme ça, confrontées à des verticales sur des plans de lignes d'horizon, vous allez en avoir beaucoup. Soir bleu. Je vais vous parler un petit peu de Soir bleu. Vous l'aviez aussi, hein, je ne vous ai pas détaillé sur ces toiles-là, mais vous avez déjà aussi la composition en oblique, là à droite, hein, qui passe dans le ray de lumière ici, et puis en haut de toiles qui sont au premier plan. Et vous avez aussi toujours ce travail de verticalité qui est déjà très en place dans celle-ci. Quand vous avez des toiles d'Hopper, de toute manière, très souvent, il utilise le centre de la toile par une grande verticale, ou en tout cas, si elle n'est pas matérialisée par un élément vraiment physique, comme ça, vous l'avez avec des raies de lumière, avec des traits. Donc ça, c'est systématique. Et puis, souvent, le travail en oblique. Il utilise aussi les compositions hautières, on va en voir quelques-unes, et les compositions à mi-hauteur. Donc là, vous voyez que si vous tracez une horizontale, j'ai plus mon pointeur vu qu'on ne peut plus avoir de clé USB sur ces bécanes. Donc je suis comme ça, ça m'énerve. Donc voilà, vous avez une horizontale qui passe là et une grande verticale qui passe ici, plus toute la scansion verticale que vous retrouvez de part et d'autre. Et ouais, sans le pointeur, c'est pas rigolo, hein, franchement. Alors, Soir bleu, je vais vous parler un petit peu de Soir bleu. Que voilà, hop. Soir bleu, c'est la plus grande toile d'Edward Hopper. C'est un tableau qu'on dit aujourd'hui manifeste parce que il semblerait qu'il y ait un petit peu toutes les marques de son travail dans cette toile. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle de cette œuvre comme une œuvre un peu synthétique de tout ce qu'il a pu faire. Pourtant, c'est une œuvre des jeunes années. Et puis, en même temps, on dit aussi que c'est une œuvre qui n'a pas d'équivalent ensuite. Donc c'est assez bizarre, c'est un peu un ovni finalement, cette œuvre-là. Alors si on regarde un petit peu la scène, c'est une scène de mi-carême. Ça on le sait parce que c'est l'auteur qui nous le dit. Hein. Pour une fois, il y avait quand même eu quelques infos sur cette toile-là. Et donc ça devrait être une scène assez joyeuse, puisque c'est un moment où on rompt le jeûne, c'est avant Pâques, ça doit être, je sais pas, peut-être 15 jours avant Pâques, on n'était pas très loin là, pour un peu, au niveau de la date. Et donc, vous voyez, il y a les lampions, on est en bord de Seine, on surplombe un petit peu la Seine, il y a cette balustrade là qui fait qu'on est un petit peu en hauteur, mais quand même avec une vue très frontale, sans perspective, sans ligne d'horizon vraiment forte. Il y a effectivement cette bande bleue, mais elle est très dématérialisée, assez étonnante là derrière. Et on est dans une scène un petit peu étrange, où il y a un sentiment un peu glauque qui se dégage, ce bleu très très froid, ces lampions qui n'arrivent pas à réchauffer l'atmosphère, vous voyez, c'est très très blafard. Cette femme qui a un visage extrêmement dur, une peau blanche, le clown triste, ça évidemment ça aide pas à rendre la toile joyeuse, et ce grand bandeau comme ça, les personnages sont placés sur un grand bandeau. Le format est assez étonnant, un format très très en longueur, très étiré,
Et c'est vraiment une toile qui est bizarrement composée, qui comporte une composition entière dans sa largeur. Vous voyez ici, pour définir 3 espaces. Un premier espace qui se situe là, un second qui passe ici par le clown et la carafe à peu près, et puis un dernier espace qui est plutôt vers la fin. Et dans chaque espace, vous avez des groupements de personnages. Un personnage qui est le seul personnage à gauche dont on voit les mains. Tous les autres ont les mains cachées, ce qui donne encore plus d'ambiguïté à la scène, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Vous avez au centre ce groupe de 2 personnages, plus ou moins l'un de dos, l'autre de 3/4, qui font face au clown, avec cette femme qui surplombe la scène. D'ailleurs, vous notez une composition triangulaire qui part d'ici, qui passe par la main, qui remonte, et c'est elle la pyramide, hein, bien sûr, la tête qui passait très très haut et qui redescend après, et qui passe par le ray de lumière dans la couverture parce que c'est une couverture en fait. Elle est dans une couverture, cette femme. On pourrait croire que c'est un couple on pense que c'est un couple de bourgeois au départ, à droite, et puis finalement il semblerait qu'il y ait un bourgeois, mais peut-être une prostituée, peut-être, voilà, parce que finalement elle n'est pas, malgré son chignon et sa nuque délicate, ses habits, le fait que les 2 verres de vin soient posés près d'elle, laisse entendre que c'est une courtisane. Donc voilà, vous avez cette scène-là. Donc cette scène, c'est une scène de mi-carême, c'est une scène durant laquelle vous avez un certain nombre de protagonistes qui prennent un verre en terrasse. Le personnage de gauche, donc vous voyez ses mains, vous voyez qu'il fume. C'est représentatif de ce qu'on appelle un petit peu le maquereau, le marlou, hein, avec sa casquette et puis son air un peu voyou. Vous voyez qu'il a de quoi ici allumer sa cigarette. Hein. Et puis, vous avez donc ces 3-4 autres personnages au centre. Alors, la critique dit que celui-ci, c'est un peintre de profil, avec la barbe, voilà, il a les attributs du peintre de l'époque, le béret, etc. Et donc, la critique interprète ce tableau comme étant une figuration de la relation entre le peintre et son antithèse, le bourgeois, le seul personnage à barbe de profil qui lui fait face, celui qui crée les tableaux, celui qui les rejette dans un premier temps, mais qui finit par le faire vivre et par acheter son œuvre. Il y a une relation comme ça qui s'établit entre les deux. C'est une toile assez spécifique aussi parce que, et ça Hopper l'a dit, cette représentation du clown blanc, c'est un autoportrait. Donc c'est assez étonnant parce qu'il ne s'est pas représenté dans la figure du peintre, mais dans la figure du clown triste. Ce qui est assez particulier, et c'est vrai que c'est lui qu'on voit le plus dans la toile. C'est lui qui éclaire en fait toute la toile avec son costume blanc. Et il y a une solitude de ce personnage qui est dans cette accoudé là à la table et qui consomme. Vous voyez que c'est le seul personnage qui dénote de tous les autres. Et c'était une manière pour Hopper d'exprimer son positionnement dans la vie, dans sa relation aux autres et dans sa période parisienne, parce que Paris a été un éblouissement pour lui, mais il n'a pas beaucoup fréquenté les peintres. Il n'allait pas à Montmartre passer des soirées avec les uns et les autres. Il était logé dans un institut religieux et voilà, il était très en marge. Et c'est aussi une manière de raconter sa marginalisation, ce clown triste, parce qu'il aurait très bien pu se représenter dans la figure du peintre. Alors cette femme au centre, eh bien on ne sait pas trop qui elle est, ce qu'elle fait là. Elle a les mains cachées, on ne sait pas si c'est une serveuse, est-ce qu'elle va apporter une cruche, un verre, quelque chose. Est-ce que c'est une allumeuse, référence aux instruments qui se trouvent ici. Alors
je vous ai mis aussi un petit document comme ça, voilà. Donc vous voyez, il est possible que Edward Hopper se soit inspiré de ce genre de gravure, où vous avez la fille de joie avec le maquereau, vous connaissez bien le type du maquereau, et peut-être la chaise est vide, peut-être qu'elle s'est levée et qu'elle est en train de faire son travail auprès des autres consommateurs du bar. On ne sait pas trop. Il y a aussi cette référence à Van Gogh, avec l'oreille coupée, qui là est coupée par le poteau de la scène. Hein. Mais ça, ce sont des suppositions des critiques, hein, donc c'est à prendre quand même avec modération. Il y a aussi des critiques qui ont parlé de son titre à cette toile, parce qu'elle s'appelle Soir bleu. Et c'est un titre en français. Souvent, on a les titres de Hopper en français et en anglais, parce qu'on les a, enfin en anglais et en français parce qu'on les a traduits. Mais là, c'est pas une traduction. Et ça a été une volonté du peintre de laisser le titre en français, le titre de cette toile-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une référence à l'heure bleue, qui est un parfum de Guerlain. Je crois qu'il est sorti un tout petit peu avant, voilà, 1912, j'avais noté. Et puis, il y a aussi une référence assumée, pour le coup, d'Hopper, une référence à Rimbaud. À Rimbaud et à un poème qui s'appelle Sensation, qui a été chanté, sont bien tes anglais, qui a été chanté par Jean-Louis Aubert. Je vous mets juste un petit extrait. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les nez, fouler l'herbe menue, rêveur j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue, je ne parlerai pas, je ne penserai rien, et l'amour infini. Donc si vous avez du temps, vous pouvez récupérer les mots de ce poème et puis les comparer à la toile ou écouter Jean-Louis Aubert. Vous faites bien comme vous voulez. Le poème de Rimbaud date de 1870, donc il est largement antérieur à la toile. Alors, ce titre, Soir bleu, avec ces doubles références culturelles, c'est une œuvre à laquelle Hopper tenait beaucoup, beaucoup. D'autant plus que quand il l'a réalisé, c'était le début de la Première Guerre mondiale et qu'il savait ce pays français qu'il chérissait en danger. Et c'était aussi une manière de soutenir la France dans cette épreuve que de réaliser cette toile avec ce titre Soir bleu un peu militant qui était en français. Donc c'était une toile très importante, sauf que c'est devenu le tableau maudit d'Hopper parce que il a fait des pieds et des mains pour qu'il soit exposé peu de temps après sa réalisation dans une exposition collective à New York. Le tableau a été exposé avec son titre. Et les Américains ont très mal pris le fait que le titre soit en français. Ils ont trouvé cette peinture moche et cette histoire de cocotte, de Marlou et de tout ça, ils ont trouvé que c'était de la vieille France décadente, alors qu'eux étaient le pays de la modernité. Donc, pas bon du tout pour Hopper, qui a été tellement vexé, et c'est sans doute que le terme n'est pas assez fort, qu'il a roulé la toile. Il a enlevé du châssis, il l'a roulé, il l'a mis dans un coin de l'atelier et plus jamais il ne l'a déroulé. Et on ne devait pas lui parler de Soir bleu. Ça a été vraiment voilà, une toile maudite. Il a été meurtri par cet accueil de la critique américaine qui le trouvait injustifié, mais surtout qui venait salir, je pense, tout ce qu'il avait mis dans cette toile-là. Mais encore aujourd'hui, elle est difficilement décryptable. Cette toile, elle est quand même assez particulière. Et quand je vous dis que c'est un grand tableau, il fait 183 cm de long et 91 cm de haut. C'est le tableau le plus grand de Hopper. Et il n'en refera pas des aussi grands.
Ça veut dire que ces tableaux sont plutôt de format assez, parce que c'est pas si énorme que ça, hein, je veux dire, il y a des peintres qui font des tableaux beaucoup plus grands. L'ensemble de son œuvre est plutôt réalisé sur des châssis assez modestes, ce que ne laisse pas deviner les images quand on les voit comme ça. On a plutôt les paysages, on a l'impression que c'est des grands espaces comme ça. Mais en fait, non, il n'a pas peint sur des grands formats. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. Alors, je vous ai remis ici donc, des petites infos sur cette toile-là que vous allez retrouver dans votre document. Vous avez dans cette toile aussi, il faut quand même en parler, un fait assez inhabituel. Il y a beaucoup de rondeur, malgré la tristesse qui se dégage de la scène et ce côté un peu bizarre. Il y a quand même beaucoup de formes rondes. Et notamment à travers toutes les têtes des personnages qui sont au même niveau, hein, dans le centre de la bande bleue, là, ici. Vous avez aussi la référence là au lampion, la poitrine de cette femme. C'est, je crois, de ce que j'ai vu, mais il faudrait prendre toute son œuvre, c'est certainement la toile qui possède le plus de rondeur. Parce que la rondeur chez Hopper, c'est pas trop son truc. Il n'y en a pas souvent. Alors ici, c'est une petite référence au clown blanc, un tableau de Jérôme, le costume de Pierrot qui, dans l'histoire de l'art, porte malheur. Et puis, une autre peinture. Alors, je vais repasser comme j'étais tout à l'heure, c'était mieux. Voilà. Une autre peinture qui aurait aussi inspiré Hopper, qui est signée Gustave Adolphe Mossa. Moi, je ne connaissais pas du tout cette peinture. C'est une peinture symboliste qui parle aussi de cette tragédie du clown blanc. Référence aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a une référence à Caravage, dit-on, dans cette toile. Avec notamment le sujet des diseuses de bonne aventure, etc. Peut-être, je ne sais pas. Oui, il y a une scansion en 3, mais il n'y a pas que à faire ça, ni Hopper, ni Caravage. Donc, je vous l'ai mise, mais je suis pas sûre. Effectivement, il y a bien les témoins, il y a bien l'intruse avec la femme qu'on a vue là, qui domine la scène, avec ses cheveux noirs au carré. Il y a bien peut-être le manipulateur à travers le marlou. Le pigeon serait dans ces cas-là le clown blanc. Mais à prendre avec beaucoup de distance, je pense, cet élément-là. Alors, quand il est rentré de Paris, et même pendant qu'il était avant séjour à Paris, je vous ai dit, Hopper travaillait dans la publicité. Voilà quelques réalisations de choses qu'il a pu faire, d'affiches, de couvertures de magazines qu'il a pu réaliser. Donc vous voyez, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec sa peinture. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faisait vivre dans les débuts. Il est revenu très déprimé de Paris. Il avait l'impression que New York était laid à côté. Et il a dit d'ailleurs, tout m'a paru atrocement cru et grossi à mon retour. Il m'a fallu des années pour me remettre de l'Europe. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y est pas retourné. Peut-être que c'était trop douloureux, je ne sais pas. Puis il y a eu les guerres, hein. Il y a eu 2 guerres mondiales. C'est-à-dire que le peintre est très très sceptique par rapport à l'évolution des États-Unis, cette consommation de masse qui prend de l'ampleur, ces gratte-ciel qu'on commence à construire, ce côté nouveau monde, ça le gêne terriblement et il se sent vraiment en retrait par rapport à tout ça. Lui, ce qu'il aime, vous allez voir, c'est l'architecture, mais c'est l'architecture d'avant. Il y a un côté assez passéiste. Et il est possible qu'il ait trouvé son compte dans l'architecture parisienne de l'époque et dans la société aussi parisienne qui n'était pas du tout la même que celle dans laquelle il a grandi et dans laquelle il a vécu à New York. Il y avait ce côté certainement moins foisonnant ou en tout cas d'une autre manière, peut-être moins violent dans l'accélération de la modernité à ce moment-là. C'est des villes qui n'étaient pas du tout comparables et qui ne sont d'ailleurs toujours pas.
hein. Donc voilà, il se sentait beaucoup plus français qu'américain. Et il a dit, donc, je ne pense pas qu'il y ait sur Terre une autre ville aussi belle que Paris. Carrément. Merci, merci, merci. Ce retour est difficile, il exècre son métier d'illustrateur et pourtant ça va nourrir son travail ensuite. Alors il y a eu une exposition au Grand Palais, tu te souviens quand est-ce que c'était l'expo au Grand Palais? 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais, moi je l'ai pas vu. Aïe aïe aïe, il fallait pas, hein, je pense. Non, fallait pas la louper, c'est dommage. Et donc il y a plusieurs spécialistes qui ont travaillé sur cette expo. Il y a des catalogues sur lesquels moi je me suis inspirée pour préparer aussi cette petite matinée qui sont bien faits. Et il y a une analyse qui est faite entre sa période de graphiste et puis son travail ensuite. Et notamment un critique d'art qui s'appelle Didier Oettinger et qui dit contre cette illustration commerciale positive, caricaturalement optimiste, les tableaux de Hopper imposeront des figures de résistance, des personnages apathiques, méditatifs, fiers de leur solitude. C'est intéressant ce qu'il dit parce qu'on a tendance à penser, on a eu tendance à définir la peinture d'Hopper comme une peinture de tristesse, de mélancolie. Or, de plus en plus de critiques la voient aujourd'hui plutôt comme une revendication d'une force à être seul. Un positionnement comme ça beaucoup plus positif que ce qu'on a pu imaginer. Mais comme les tableaux d'Hopper ne sont pas beaucoup documentés sur les intentions de l'auteur, et tout est possible. Ça va dépendre de votre perception à vous aussi, de l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous regardez une de ces toiles. On va en faire l'expérience tout à l'heure. Il y a des toiles, quand vous les regardez, vous pouvez dire « Ah, cette femme, elle est au bout du rouleau, elle est seule sur son lit, ça va pas, etc. » Comme vous pouvez dire « Elle est dans la lumière, elle prend un moment pour elle, un moment serein, calme, et c'est une forme d'apaisement et de bonheur. » Vous voyez, les lectures, elles peuvent être assez doubles de ce travail. Alors ensuite, on va parler de cette toile, mais je la passe rapidement parce que je vous avais fait un petit florilège de photos, là, je sais pas pourquoi j'ai mis là d'ailleurs, bref, d'Hopper et de Joséphine. Voilà, le couple infernal. Alors, quand il rentre de Paris, évidemment, il va continuer sa peinture de paysage, il va continuer sa peinture architecturale. Alors, je ne vous ai pas dit aussi, il a travaillé avec un photographe à Paris qui s'appelle Adjet, qui est un monsieur qui est assez peu connu, mais qui a laissé une grosse œuvre photographique, plutôt axée sur un point de vue documentaire de Paris, donc avec énormément de rues, de scènes de vie, etc. Et il a travaillé avec lui. Et sa peinture a aussi des relents cinématographiques et photographiques, on va en parler un petit peu. Donc c'est aussi une influence, la photographie, pour Hopper. Peut-être que c'est de voir les photos là qui me rappellent ça. Donc il rentre, c'est compliqué, mais il reprend ses thèmes de prédilection. Joséphine, il l'avait rencontrée en 1910, lorsqu'il fréquentait encore le groupe d'étudiants de la New York Art School. Et il la revoit en 1923, et ils se fréquentent, et ils se marient en 1924. À partir de 1924, elle devient son épouse. Et cette toile, celle-ci, hop, voilà, hop, non, je fais des bêtises. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Cette toile, maison sur le bord de la voie ferrée, c'est une toile qui date de 1925 et c'est celle qui va lancer sa notoriété. C'est vraiment la première toile qui va le faire connaître, et c'est une toile qui va devenir éminemment célèbre puisqu'elle va inspirer Hitchcock. C'est la maison de Psychose. Alors la toile date de 1925 et Psychose c'est 1960. Bon, Hitchcock a demandé bien sûr l'autorisation à Hopper pour s'inspirer évidemment de sa maison. C'est une maison victorienne, comme aimait beaucoup Hopper, d'où, je vous disais tout à l'heure, sa référence à l'architecture plutôt traditionnelle. Ce qui est assez angoissant
C'est ces rails qui se posent devant, qui sont légèrement dans une pente descendante, hein, il faut glisser un petit peu c'est un peu le socle de la maison qui glisse. Et puis vous avez cette maison imposante, dans les tonalités gris-bleu, avec ce réau de orange là, qui rappelle la teinte un peu plus sourde des rails en bas. Et cette grande maison, dont on voit pratiquement pas les portes. D'ailleurs, il y a très peu de portes visibles dans l'œuvre d'Hopper. Des fenêtres, ah oui, ça, on a des fenêtres. Mais les portes, pas beaucoup. Il y a certainement une symbolique, hein. Mais là, il faut appeler Freud. Il y a eu des analyses freudiennes de son travail, je ne m'y risque pas. Parce qu'en général, je ne vais pas trop sur ce terrain-là, mais c'est intéressant, hein, si vous avez envie d'aller creuser. Ce qui est angoissant aussi dans cette maison, c'est que les ouvertures sont closes. Hein, les fenêtres sont aveugles. Donc ça, c'est quelque chose qui rend la maison mystérieuse, flottante, inquiétante, et c'est ce qui a bien sûr beaucoup plu à Hitchcock. Alors, Hopper était ravi qu'il lui demande d'utiliser son dessin pour son film. Il avait déjà vu des films du maître qu'il aimait évidemment beaucoup. Il était assez cinéphile quand même, Hopper. Et voilà, Hitchcock a été aussi inspiré dans Fenêtre sur cour, énormément par Hopper. C'est un film de voyeurisme. Et la peinture de Hopper, elle est voyeuriste, hein, dans plein de ses toiles. Vous êtes, vous, spectateur, dans une position de voyeur. On vous force à rentrer dans l'intimité des gens, à partager des choses auxquelles vous ne devriez pas avoir accès. Donc c'est une maison un peu hantée. On dit aussi que Hopper a été inspiré par les peintures de Chirico. Effectivement, je ne sais pas si vous voyez Giorgio de Chirico, c'est souvent des peintures avec des espaces de ville fantômes, morts. Il n'y a pas d'habitants, c'est très épuré aussi dans l'économie des formes, c'est vraiment même parfois assez géométrique. Donc on parle de cette inspiration-là, pourquoi pas. Personnellement, je ne suis pas trop convaincue, mais enfin voilà, ça se dit, et donc je vous le répercute aussi. Voilà, cette belle maison victorienne. Hop. Alors la suite, ça va? Oui. Parce que moi, après, vous m'arrêtez plus. Hein. On parlait de voyeurisme. Alors là, c'est un bon exemple. Ce sont deux toiles qui sont un peu, qui se répondent. Hein. C'est un sujet que Hopper aimait bien, les bureaux. Les bureaux, les secrétaires, avec les patrons. Voilà. Il y a un petit côté comme ça, pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a une tension. Ce qui est intéressant dans ces toiles, c'est qu'elles sont éminemment temporelles. Vous pensez toujours à ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Et ça, c'est très fort, parce que ça vous invite, le hors-champ vous invite aussi à vous raconter une histoire, le hors-champ du point de vue géographique et le hors-champ temporel aussi de la toile. C'est pas juste un moment figé, c'est un moment qui raconte, c'est pas juste un arrêt sur image. Il y a de la vie quand même dans ces toiles. En plus, il y a parfois des indices qui sont semés un petit peu à droite à gauche. Vous voyez là ici avec cette scène entre la pulpeuse assistante, son rouge à lèvres rouge, ses talons, etc. et le patron qui s'en fiche. Et il y a cette feuille là qui tombe, on peut s'inventer des choses. Et ça, c'est évidemment fait exprès. Hein. Ce petit triangle blanc là, ça permet de ponctuer un petit peu la scène et de lui donner ce côté suspense qui a beaucoup inspiré les cinéastes aussi. La lumière et cette temporalité, ce suspense dans les œuvres d'Hopper, beaucoup de cinéastes en ont vraiment raffolé. Alors, ce genre de toile, on parlait tout à l'heure de l'influence de son travail en tant qu'illustrateur commercial. Voilà, ça, ce sont des scènes qui lui sont vraiment inspirées par ce qu'il a vécu, lui, en tant qu'illustrateur dans la publicité. Donc, il se resserre, il réinjecte comme ça des ambiances bureaucratiques, des relations comme ça entre les personnes dans l'univers professionnel.
Et en plus, c'est très bien construit. Ça caractérise l'œuvre de Hopper. Il y a toujours en très peu de lignes de force, il ramasse ses personnages dans son tableau et vous ne pouvez pas leur échapper. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, toutes les toiles, pratiquement toutes, sont assez verrouillées. Vous avez souvent des obliques, des diagonales qui vous poussent, qui poussent votre œil à aller vers les personnages. Ici, vous avez de belles formes obliques. Vous en avez aussi qui passent comme ça par la fenêtre. Vous avez ce petit ray d'ombre là, comme ça, derrière le personnage, qui vient aussi vous amener au centre du tableau, qui est caractérisé, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, par l'emplacement de la femme. Toujours ces grandes verticales, donc le personnage au premier plan, la femme qui se trouve ici. Vous pouvez prolonger toutes les verticales aussi qui sont à droite, à gauche et à droite. Et souvent dans les peintures d'Hopper, pour resserrer votre regard sur les personnages, utilisation de diagonales et utilisation de lignes fortes, horizontales, verticales sur les côtés pour vous amener à ne pas sortir de là où ça se joue. Et ici, c'est assez incroyable. Vous avez en plus les personnages qui sont emprisonnés dans une espèce de forme géométrique là, claire, ce grand mur clair derrière, donc qui ressortent très très bien. Et là, c'est pareil. Vous avez aussi des diagonales qui vous poussent vers cette femme, et toujours des lignes verticales pour fermer de chaque côté. Et ça va être une composante dans plein de toiles de Hopper, vous avez ça. Ici, toujours ce travail, en tout cas très souvent, central, ici, vous avez le centre du tableau qui est matérialisé par l'emplacement du personnage. Ici aussi, vous avez un travail sur la centralité de la toile qui se déploie plutôt là. Et ce sont des compositions classiques, vraiment classiques. C'est assez étonnant de voir comme tout est orchestré par ce jeu de lignes. Finalement, ça fait un petit peu comme une toile d'araignée. Si vous prolongez toutes les lignes du tableau, alors moi je ne vous l'ai pas fait sur votre document parce qu'il faudrait les reprendre tous en Photoshop et vous retracer toutes les lignes, mais c'est assez impressionnant de voir comme tout converge. C'est vraiment très très bien construit, mais dans quelque chose d'assez qui reste quand même assez classique. Vous avez aussi les compositions en bandeau, comme vous en avez une ici, hop, et vous en avez une deuxième qui passe ici. Et là, je me souviens plus s'il y a une composition au tiers, pas en bandeau, au tiers. Et oui, vous en avez une, c'est-à-dire que vous avez une ligne qui passe ici, vous avez les personnages qui sont dans la partie, dans le second tiers de la toile, et vous avez le tiers vide qui est au-dessus. Mais c'est assez fréquent aussi chez Hopper, ce genre de choses. Alors, en 1927, il s'achète une Dodge et il va parcourir la campagne, il va sillonner un peu le pays avec sa voiture et il travaille à l'aquarelle. Et alors là, c'est Jo qui vraiment, c'est son épouse qui le pousse à passer à l'aquarelle. Elle a quand même eu aussi cette influence sur son travail. L'aquarelle, ça va lui permettre de travailler sur le motif en extérieur et de revenir avec ses croquis aquarellés et puis de faire ses montages, ses synthèses ensuite chez lui. Donc on retrouve tout au long de sa carrière des choses qui sont inspirées de ce qu'il a vu effectivement, mais qu'il a complètement recréé, retravaillé pour que ce soit, pour qu'il y ait cette ambiance comme ça, toujours un peu fantomatique, toujours ces paysages avec soit pas du tout la figure humaine, soit vraiment très 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 léger. Vous voyez cet homme là, c'est vraiment pas lui le sujet du tableau. Hein. Clairement, ce sont les pompes à essence. D'ailleurs, le titre de la toile hein, le montre bien. Même chose dans ces compositions-là. Vous avez un travail autour de l'horizontale. Vous avez cette ligne horizontale ici qui passe par le toit, l'espèce de petite baraque là de station essence, qui file à la hauteur des pompes. Et puis, vous avez encore une fois le grand bandeau de forêt derrière
Chez Hopper, la forêt est toujours touffue, elle est toujours sombre, elle est toujours impénétrable. Là aussi, les amis de Freud ont fait leur petite enquête. Je vous dirai pas ce qu'ils ont trouvé, mais il y a du dossier, hein. Il y a visiblement des choses à se mettre sous la dent. Bon. Et puis bon, toujours ce travail de verticalité, vous avez la verticalité des pompes, la verticalité du bâtiment, et puis cette espèce d'enseigne aussi. Et bien sûr, Western Motel à droite, c'est la même chose. Il y a aussi ce travail autour des lignes, et même un tableau dans le tableau, puisque vous voyez que cette grande fenêtre-là, tout ce qu'on danse ici, hein. Voilà. Dans cette grande fenêtre lumineuse, le regard est attiré immédiatement à cet endroit-là. Et une composition aussi hautière. Alors, je vous la recommence là aussi. Vous avez un premier trait ici, et vous avez une deuxième composition ici. Et comme souvent, ce qui se passe d'intéressant se passe dans le bandeau du milieu. Mais c'est pas que Hopper, hein, c'est souvent quand il y a des compositions entières, ce qui est plus intéressant visuellement dans la narration de la toile, c'est ce qu'il y a dans le second tiers de l'œuvre. Et puis toujours ces verticales qui viennent resserrer vers le regard, vers l'endroit où il doit à peu près où il doit se tenir. Toujours aussi les diagonales pour vous diriger vers les personnages, pour donner une forme d'emboîtement et de dynamique à la scène. Alors, en 1933, alors, oui, je ne vous ai pas dit, quand Hopper est revenu de France, il s'est acheté un atelier à New York, qu'il a gardé toute sa vie, qui a été, d'ailleurs, avec Joséphine, ils ont vécu dans cet atelier les premières années de leur mariage, ce qui, d'après ce elle a beaucoup écrit, et elle a dit que c'était assez difficile au niveau des conditions de vie. Mais lui, il adorait cet endroit et il l'a gardé toute sa vie. Toute sa vie, il a continué d'aller peindre là-bas, mais ils se sont offerts la maison que vous voyez là, à Cape Cod, et c'était à l'époque une région du Massachusetts qui était assez vierge, puisque peu de personnes la connaissaient vraiment, avec des plages de sable fin, des vues absolument incroyables. Et donc voilà, ils ont acheté un terrain là-bas et se sont fait construire leur maison en bord de mer. Une maison, vous voyez, avec un style plutôt victorien aussi, hein, dans l'âme. Ils ont dessiné les plans ensemble et Hopper s'est fait un grand atelier. Il n'y avait pas d'atelier pour Joséphine, pour exagérer non plus, mais lui, il s'est fait un bel atelier avec une jolie lumière, atelier qu'il adorait. Et d'ailleurs, Joséphine n'avait pas le droit d'y pénétrer, sauf quand elle travaillait avec lui, puisqu'elle a été son modèle. Toutes les femmes que vous voyez dans les tableaux d'Hopper, c'est Joséphine. Elle a imposé à son mari de ne prendre aucun modèle féminin à part elle. Il faut bien des contreparties quand même, hein. Bon, elle devait avoir peur qu'il se passe des choses avec les modèles. Il paraît qu'elle était très 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 jalouse. Bon, mais et que Hopper était bel homme de surcroît. Peut-être que. Mais en tout cas, voilà, elle travaillait avec lui, il avait besoin d'elle, elle participait parfois aussi, elle donnait son avis sur certaines compositions de tableaux, hein, ils n'étaient pas toujours en guerre. Mais enfin, c'était assez violent aussi. Il y a eu des coups, il y a eu des mots, il y a eu des lignes tracées au sol pour que Joséphine ne franchisse pas certains espaces, dont l'espace de l'atelier que vous avez là. Cela dit, on raconte quand même qu'à partir du moment où ils ont habité à Cape Cod, l'ambiance s'est un petit peu détendue. C'était des années un petit peu meilleures, hein. Voilà, mais bon, pas si simple que ça. Alors voilà des vues, des paysages que Hopper a réalisés dans les années 20. Donc là, on repart un petit peu en arrière. Vous voyez, ce sont des paysages qui sont assez, on dit des paysages d'Hopper qui sont assez, de cette époque-là, entre autres, qui sont assez tournants. Chose qu'on n'aura plus après, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes courbes. Vous voyez ici, vous avez cet axe-là par la mer, et puis après vous avez plein de formes rondes comme ça qui sont enchâssées. Vous avez aussi de la ligne ronde au-dessus là,
Là, avec la route qui est doublement suggérée avec du vert et du jaune, vous avez cette forme jaune aussi qui n'est pas une forme droite. Toutes ces œuvres, même si c'est plus tardif et que c'est déjà un petit peu plus cassant au niveau des lignes, on retrouve encore des lignes courbes. C'est une caractéristique de ces paysages. Et autre caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup de vert dans la peinture d'Hopper. Hein, de vert, de tons qui transmettent la vibration de l'herbe. Hein, vous voyez, on sent là notamment le premier plan en haut à gauche. Vous voyez cette touche comme ça. Il a vu les impressionnistes aussi, hein, bien sûr, comme tous les peintres de sa génération de toute façon. Donc il y a ce travail de touche et ce vert comme ça qui fluctue, qui va du jaune au vert un petit peu plus traditionnel, celui qu'on pourrait observer dans la nature, qui tire vers le kaki. Et puis il y a des teintes comme ça de vert beaucoup plus vifs aussi qui viennent rehausser. Là, c'est pareil, on a un très très joli vert vif, et vous voyez, ça fait comme un tapis. La manière de placer la lumière vient aussi renforcer cette pente et ce tapis. Bon, toujours des compositions en diagonale, hein, quand même s'il y a des formes tournantes dans les toiles. Et voilà, vous avez une très belle composition en croix ici. Si vous prenez les axes comme ça et comme ça, vous arrivez à cette tache blanche au centre de la toile. Et puis vous avez aussi une très très belle diagonale qui passe comme ça de l'ombre que vous avez à gauche là vers l'espèce de gros rocher, gros caillou là. C'est même plus un caillou à ce stade-là. Je sais pas, une colline, hop, qui vient, et puis la diagonale aussi descendante dans cette toile-là. Et bien entendu, c'est une peinture de lumière, mais ça, on va y revenir avec ces œuvres. La peinture de lumière. Alors, oui, je vous disais tout à l'heure, quand on a démarré, que plus Hopper a vieilli et moins il y avait de fioritures dans ses œuvres. Ben, vous voyez que dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, vers la fin de sa vie, là, il y a carrément presque plus rien. Le sujet de ces toiles, dit-on, finalement, eh bien, s'il ne devait y en avoir qu'un seul, ce serait la lumière. La lumière, la lumière, la lumière. Et on le voit là, hein, c'est la lumière qui structure l'ensemble des trois toiles. C'est assez impressionnant, comme le reste devient complètement anecdotique. En fait, ça va exactement ce que tu disais sur le mot de l'architecture. Parce que les gens qui font des études d'architecture travaillent sur la lumière. C'est la lumière avant même d'autres choses. Oui. Et puis c'est peut-être aussi le plus grand luxe qu'on puisse avoir dans les espaces dans lesquels on vit, c'est la lumière. Et je me demande même si en vieillissant, nous-mêmes, on n'en prend pas conscience de ça. Et à la fois, luxe, ça veut dire lumière. Oui, ça vient exactement. Oui, c'est la même racine latine, ouais, tout à fait. Et j'avais pas fait gaffe, mais oui. Oui. Bien. Donc, ces raies de lumière structurent les scènes. Vous avez, alors si on reprend quelques lignes de construction, évidemment, vous avez encore vos diagonales, vous en trouvez ici. Vous en avez encore là. Hop. Toutes ces lignes-là, elles sont structurantes. Et puis, vous avez toujours, souvent, cette verticalité qui vient clore les parties externes de la toile, à gauche et à droite. Hop. Donc ça, c'est vraiment récurrent. Cette femme, elle est intéressante aussi parce qu'elle est contenue dans un triangle. C'est une composition qu'on retrouve souvent aussi chez Hopper, le triangle. Les personnages sont souvent contenus dans des triangles. Et là, vous avez un joli triangle qui fait face à la lumière qui est plutôt sur la droite, avec toujours des restes d'architecture plutôt ancienne qu'on voit à travers la fenêtre. Et la forêt dense, qui n'est pas loin aussi à côté. Ah oui, je vous l'ai mise en plus grand parce que je vais vous en parler un petit peu de celle-ci. Morning Sun.
Alors donc au niveau de la composition, je vous montre un peu comme ça, parce que, vous voyez que ce sont plusieurs triangles qui sont imbriqués dans le même personnage, qui rend la toile assez dynamique. Vous avez donc cette série d'obliques, ce grand panneau lumineux qui fait écho à celui-ci, et les verticales qui ferment le tableau. Ce qui est très important aussi, c'est cette verticale jaune-là, qui est assez puissante, avec ce même jaune que vous retrouvez dans le personnage, mais de manière en ton descendu, avec une dilution du pigment. Alors, comme souvent dans les peintures de Hopper, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui est cette femme, à quoi elle pense, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle est malheureuse, ça, c'est votre interprétation. Et d'ailleurs, quand il y a eu cette expo au Grand Palais, les critiques disent que c'est l'expo qui a révélé finalement Hopper aux Français, parce qu'il était assez méconnu avant. On connaissait un peu parce qu'il y avait certaines images sur des boîtes de chocolat ou sur des couvertures de romans, voilà, des choses comme ça, mais on ne connaissait pas son travail. Et ça a été une grande surprise pour les organisateurs de l'expo de voir le succès de cette expo, les retours des visiteurs qui étaient vraiment positifs. Il y a eu un engouement autour de Hopper. Et ça s'expliquerait par le fait que ce sont des toiles qui nous parlent parce qu'elles racontent notre intérieur, notre forme de solitude, le fait qu'effectivement, qu'on soit en couple ou pas, qu'on vive seul ou pas, on reste chacun des individus, des personnes éminemment seules au fond de nous. On meurt seul, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Et on reste toujours une individualité profonde. Et peut-être que c'est pour ça que les toiles de Hopper, elles résonnent en chacun de nous. Mais en fonction de notre état d'esprit, du moment ou de notre caractère, on a des façons différentes d'interpréter cette toile. Donc les gens ne sont pas d'accord. Certains voient un peu une sorte de clown triste au féminin, parce que le regard on ne sait pas s'il est fermé ou s'il est ouvert, mais s'il est ouvert, il n'y a pas ces petites choses, ces petites touches de blanc qui vibrent, qui donnent une lumière. La lumière, elle vient d'ailleurs, elle est complètement sur le corps et sur le visage. On a des corps qui ne sont jamais idéalisés chez Hopper, pas du tout, il n'y a jamais de concession. Donc, ce ne sont pas des corps chauds, des corps qui font rêver, c'est toujours une lumière assez froide. Et les corps sont souvent glaciales. Et il y a beaucoup de toiles de couple où il y a, mais c'est aussi sa vie de couple qui ressurgit, il y a une espèce d'incommunicabilité entre les deux et d'une ambiance vraiment froide, glaciale entre les corps. Il n'y a pas de communication réelle. Et bien là, il y a un peu ça. On ne sait pas très bien interpréter cette femme et elle est baignée d'une lumière, mais d'une lumière très froide. Ce qui est assez étonnant. Cape Cod. Je vous ai mis quelques peintures sur Cape Cod. Ah oui, je vous avais mis aussi une citation de Hopper, vous la retrouverez. Il disait qu'il n'avait pas laissé la clé de ses œuvres parce que si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre. Voilà. Et c'est toujours Joséphine, bien sûr, que vous avez vu dans Morning Sun. Alors, Cape Cod le soir, Cape Cod morning, colline de maïs. Tiens, j'ai pas changé le titre de ça, moi. J'ai dû le mettre en anglais. Je croyais l'avoir mis en français. Corn Hill, oui. Alors, j'ai pas dû. Je vous l'ai mis en anglais parce que finalement, j'ai mis tous les titres en anglais. J'avais fait un peu des deux, puis je me suis dit, c'est pas cohérent. Si on met en français, on met en français. Si on met en anglais, on met en anglais. Donc, tout est en anglais dans votre document. Ça, c'est un petit reste d'avant. Donc, le titre, c'est Corn Hill. Donc, ce sont des toiles qui ont été peintes à Cape Cod et qui sont très, très intéressantes aussi. Et vous avez justement, notamment, cette toile-là, l'incommunicabilité dont je vous parlais, entre Joséphine, dans sa belle robe bleue, qui a un air assez dur. Alors là, vous ne voyez pas très bien parce que la qualité n'est pas exceptionnelle. Et vous avez ce personnage qui serait donc Hopper.
et ce chien. Et le personnage le plus vivant de la toile, c'est le chien. C'est le chien là qui est placé, c'est un collet, c'est une race de collet. Il est placé comme ça dans ces grandes herbes très lumineuses, hein, très jaunes, avec toujours la forêt dense derrière et cette maison victorienne qui est la leur. Et vous voyez, le couple ne communique pas. L'homme est tourné vers le chien, peut-être même qu'il le regarde, peut-être qu'il veut interagir avec lui, mais elle, pas du tout. Mais ce côté pilier comme ça de la femme ressort quand même très nettement. C'est presque un autre pilier architectural de la maison Hopper. Hein. Elle tient la baraque, hein, Joséphine. C'est une jolie toile aussi, alors qui est bien construite, hein, toujours le centre du tableau, toujours la composition en oblique, en diagonale, le bandeau sombre derrière, bleu, avec la complémentaire un peu dans les tons jaune orangé devant. Voilà, et puis bien sûr, la ligne fuyante de perspective, elle amène dans la forêt, dans la partie sombre là, derrière. Le regard, il est aussi dirigé là. Toute l'extension verticale, en fait, les personnages sont regroupés contre la maison, et donc ils sont pris dans le réseau des lignes de la maison, horizontale et verticale. Et puis tout le reste, c'est la nature et l'ouverture, et d'ailleurs le chien regarde non pas vers la maison, non pas vers ses maîtres, mais vers le hors-champ. Vers la lumière d'ailleurs, puisque la lumière vient de cette direction. Vous avez une autre toile ici, comme il. Donc là c'est pareil, on retrouve la composition en bandeau, avec la maison au centre, on retrouve des ouvertures sans vie, des fenêtres un peu grises, on ne sait pas si la maison est habitée. Hein, vous voyez, toujours ce travail-là. Et puis, à droite, vous avez Cape Cod Morning, qui est un peu le pendant de la toile qu'on vient de voir, puisque vous retrouvez Joséphine, tournée vers la droite, mais cette fois, dans le bow window, avec toujours le thème de la forêt, toujours ce découpage en trois plans, le sol avec les grandes herbes, la forêt verte et le ciel bleu. Et ce rappel qui vient dans la verticale verte, qui reprend le thème coloré de la forêt et qui vient couper votre regard. Et toute cette verticalité qui encadre, qui amène vers Joséphine et qui encadre. Et Joséphine, dans une forme triangulaire, qui est le seul élément vraiment dynamique de la toile, finalement. Alors, chez Hopper, souvent, on tourne autour de ces teintes-là. Du bleu, du vert, du rouge, des tons de jaune, descendus. On quitte, et bien sûr du blanc, on quitte quasiment jamais ces valeurs de colorimétriques. On est quasiment toujours là-dessus. Et vous avez bien sûr des rappels qui sont intéressants aussi, le rouge, en écho, et la complémentaire, rouge-vert, voilà. Et toutes les petites lattes de la maison ramène aussi vers la composition au centre. À propos de lumière, il y a un cinéaste qui a toute son œuvre tourne autour de la lumière de Hopper, c'est Wim Wenders. Et donc c'était un fou de Hopper, et pour construire toute sa filmographie, il a travaillé à partir des œuvres de Hopper. Mais il les a analysées, décortiquées, et la lumière l'a toujours guidé. Et c'est vrai que les œuvres de Wim Wenders sont très lumineuses. Ce sont souvent des grands espaces, il y a énormément de lumière. Il y a une part de ciel aussi qui est souvent très importante, qu'on a aussi chez Hopper, cette grande respiration avec le ciel. Et c'est pas étonnant, effectivement, qu'il ait été inspiré par ce peintre-là. C'est un collet écossais, le chien.
Ah oui, alors il y a des critiques qui disent aussi que ce chien, puisque le titre du tableau c'est Quel code le soir, mais sa date c'est 1939, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et il semblerait que Hopper soit inquiet à cette époque-là, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et qu'il attende l'engagement des États-Unis dans le conflit, et que ce chien soit en alerte, qu'il soit à l'écoute de toute cette ambiance un peu nauséabonde là, de la guerre. Et donc il est aux aguets, le chien, il semblerait. Mais bon, je sais pas. Je vous dis ce que j'ai trouvé. Hein. Voilà. Moi, je sais pas, je trouve que c'est tout le problème des analyses en histoire de l'art, c'est que des fois, les gars, ils parlent dans des trucs. Alors peut-être hein, qu'effectivement, il y a une symbolique du tableau qui va jusque-là, mais peut-être pas, hein, tout simplement. Je sais pas. Voilà quelques vues de New York, mais vous voyez d'un New York plutôt traditionnel. Sans jeu de gratte-ciel, avec une architecture très conservatrice. D'ailleurs, ce bâtiment en briques ressemble à ceux qu'on voit dans les ouvertures de fenêtres sur certains tableaux que je vous ai passés. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le même, s'il y a un lien. Il y a toujours aussi cette référence au pont, comme la voie ferrée de la maison, cette espèce de socle bancal, mais cette fois il tire plutôt vers la gauche. Alors là, les horizontales, les verticales, vous en avez à foison, hein, avec en plus un format plutôt kakémono, plutôt étiré, donc ça renforce ce côté bandeau dans l'image. Là, c'est pareil, vous avez deux espaces, un espace qui est presque, vous en avez une trois, vous avez un espace qui est gris, premier rectangle, vous avez un grand rectangle plutôt beige clair de lumière, et puis vous avez à nouveau un autre espace qui se resserre à l'intérieur, plutôt dans les tons bleu marine, et votre regard est toujours guidé aussi par les diagonales. Si vous prolongez toutes les diagonales de celle-ci, vous arrivez dans le personnage. Alors moi je l'ai fait, j'ai prolongé toutes les diagonales et je suis arrivée sur la tasse de café de la dame. Hein, voilà. Et puis, si vous prolongez les horizontales, vous les retrouvez aussi. Donc tout, vous voyez votre regard, les seuls endroits où il n'y a pas de ligne, eh bien c'est ce carré qui est complètement protégé. Et là c'est pareil, même chose. Alors il aimait bien les vitrines de nuit, parce que c'était un éclairage froid aussi, ça correspondait à ce qu'il aimait. Vous voyez, ce sex shop là, hop, le carré ici, le rectangle lumineux, avec la référence bleu, blanc, rouge. Là, ici, les compositions des lignes triangulaires, là aussi, qui sont assez intéressantes, ce sont les seules. Et après, tout le reste, c'est empêcher le regard de sortir. Là, tout est absolument cadenassé partout. Et vous avez ce grand bandeau en bas, drugstore. Pas mal aussi cette toile. La mise en scène du corps. Excusez-moi. Oui. Pouvez vous revenir sur l'image d'avant, parce que on voit une sorte de triangle là-haut du bâtiment. Oui. Cette explication. Ça, alors je me suis posé la question, mais je pense que c'est plutôt la photographie de la toile. Je vois pas trop en vrai un triangle placé là. Non, je pense que c'est une photo qui a été prise avec une vitre ou quelque chose qui est plutôt de l'ordre du reflet. Il y a deux points aussi. Oui, il y a des points aussi sur le côté. J'ai eu un mal de chien à trouver des images d'ailleurs qui pixelisaient pas trop. Et je pense que c'est plutôt un problème de qualité d'image. C'est pas encore à cette époque, donc il n'y avait pas une sorte de représentation. Non. Je pense pas que ce soit de son fait. Même si ça pourrait venir en écho des petits chapiteaux qui ornent les portes, les fenêtres en bas. Hein. Mais je crois pas. Non. Alors ça, ce sont des représentations féminines de mise en scène du corps, parce qu'on est toujours dans la mise en scène. Vous retrouvez à droite toujours cette relation de couple conflictuelle,
entre une femme massive, hein, elle rappelle, c'est toujours Joséphine, c'est une variation sur Joséphine. C'est une autre Joséphine avec ce corps très massif comme ça, et on suppose Hopper, le nez la tête dans son oreiller, tourné vers la gauche, donc qui est plutôt ce qui n'est jamais bon signe quand les personnages vont vers la gauche. C'est toujours plus positif quand ils sont tournés vers la droite. Voilà, donc vous avez donc plusieurs représentations. On a toujours le même processus de composition, des lignes centrales très très marquées. Dans Matin dans la ville, c'est la femme au teint blafard qui fait le pivot du centre du tableau. Au-dessus, c'est l'architecture de la chambre. Là-bas, dans Morning Sun, c'est aussi le ray de lumière qui traverse la femme. Donc, vous voyez, vous avez toujours ce côté comme ça, très traditionnel dans la composition. Toujours la place de la fenêtre qui amène des formes géométriques de soleil, de clarté dans la pièce, et qui amène aussi à chaque fois des rectangles clairs et des vues soit sur les architectures, soit sur les paysages. Vous avez encore des compositions avec des camailleux de vert, de jaune, de blanc, et puis des couleurs complémentaires, notamment à droite, quand vous avez l'architecture qui est plutôt dans les tons gris, et Joséphine dans les tons rouge-orangé, et de la diagonale à foison. Vous voyez, c'est toujours à peu près le même système de composition dans ces représentations de corps seuls, alors soit enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, isolés, soit au contraire dans quelque chose qui est plus une sensation de plénitude, de calme. Voilà. En tout cas, vous êtes voyeur. Ça ne varie pas. Quoi que vous interprétiez, votre regard n'a pas à être là. Vous entrez dans des chambres. C'est quand même un lieu d'intimité fort. Vous voyez le lit à chaque fois. Et c'est pas neutre, quoi. Hein, évidemment. Hop. Je vous en ai remis ici. Alors oui, bien sûr, on ne sait jamais si on est chez l'habitant ou si on est à l'hôtel. Alors parfois, c'est dit, on nous dit qu'on est à l'hôtel, mais c'est pas toujours le cas. On est quand même de toute manière dans une forme d'intimité. Alors là, je vous ai remis quelques toiles aussi qui sont assez représentatives de ce thème de la solitude. Vous avez 4 toiles, Chambre à New York, toujours cette relation de couple qui est difficile. Encore une manière de resserrer votre regard sur le couple, parce que si vous éliminez cette bande noire, vous avez encore un tableau dans le tableau ici. Cet homme qui, comme tout à l'heure, le patron est absorbé par son journal, et cette femme qui est à côté de lui, qui joue mollement du piano, qui a l'air de quand même bien s'enquiquiner. C'est pas la... Et il y a cette grande porte qui les sépare. Mais bon, ça reste... vous voyez, il y a quand même encore c'est une époque où ils mettaient encore des tableaux, des petites choses comme ça qui vont disparaître. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup besoin, finalement, d'avoir du décor comme ça. Je pense que s'il avait fait cette toile après, il aurait retiré tout un tas de petites choses qui servent pas tellement le propos. Automate, on va y revenir après. Matinée en Caroline du Sud, c'est toujours le thème de la femme qui regarde vers l'extérieur. Alors cette fois, elle est non pas devant la fenêtre, mais elle est vraiment au seuil de l'architecture. Mais vous avez toujours ce contraste entre l'extérieur qui est très lumineux et cette bâtisse qui est plutôt foncée, et la femme ressort dans le rectangle de lumière. Et puis les horizontales, les horizontales ici, hop, les grandes formes en diagonale, les doubles diagonales qui reprennent ici. Donc vous avez quand même toujours les mêmes rythmes dans les œuvres. Alors, chambre d'hôtel.
la composition de chambre d'hôtel, elle est assez intéressante parce que la diagonale qui est placée ici, elle vous porte directement sur ce document, qui est un petit peu la clé, l'énigme de l'œuvre. C'est parce qu'elle regarde ce document qu'on se demande ce qui se passe. Est-ce que c'est un horaire de train? Qu'est-ce que, voilà, il y a les valises sont posées, elle s'est déshabillée négligemment, et vous voyez que la lumière vraiment tombe dans le tableau, juste au bon endroit. Elle est vraiment éclairée. C'est là que vous voyez que c'est vraiment de la mise en scène. Et autour, comme d'habitude, vous avez des lignes verticales qui ferment votre regard systématiquement. Ça n'est souvent que ça. Alors, Automate. Automate, c'est une peinture de 1927. C'est une peinture qui est intéressante parce qu'elle a un pendant que j'ai dû vous mettre ici. Sunlight in Cafeteria, qui est plus tardif. Ça, celui-ci, c'est une réponse à cette première toile, de nuit et de jour. Un personnage qui est seul, attablé, et un personnage qui est aussi attablé, mais qui n'est pas seul, puisqu'il y a cet homme dont la main bouge, dont la tête est tournée vers cette femme. Donc il y a peut-être une relation là, quelque chose qui se dit entre les deux. Cette peinture-ci est assez sombre parce qu'elle se déroule dans ce qu'on appelle un automate. Un automate, c'est un je ne sais pas si en France on a un message. C'est un lieu qui délivre des boissons, oui, ça doit se faire aussi maintenant de plus en plus, mais moi je suis une vieille, ça peut beaucoup. C'est un lieu dans lequel vous rentrez et puis vous prenez il y a des machines pour vous servir à boire et à manger, il n'y a personne. Donc voilà, ça c'est très américain, mais maintenant certainement que nous on doit en avoir aussi dans certaines villes, et d'où le titre du tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que l'automate c'est le lieu ou est-ce que c'est la femme? Peut-être elle, parce que cette femme, elle est seule, la chaise vide en face est très très bien mise en valeur, hein. Et vous voyez que y a une solitude qui est renforcée par le côté glacial du lieu, d'abord par la nuit froide, l'éclairage qui est aussi froid, par ce poil qui est là, mais elle a quand même gardé un gant sur les deux, donc, et son manteau. Donc il doit quand même pas faire très très chaud. La seule chose accueillante vraiment du tableau, c'est la coupe de fruits. C'est tout. Sinon, c'est quand même assez glacial. Même s'il y a de la rondeur dans cette toile. Il y a le chapeau, il y a la table, il y a les fruits, il y a le reflet des lumières de la pièce en haut, là, dans la vitre, qui est assez intéressant aussi. Mais ça ne suffit pas à donner de la chaleur à l'interprétation, en tout cas. Alors que là, vous voyez, vous êtes sur quelque chose de complètement différent, où vous avez effectivement un extérieur assez sombre, mais pas de nuit, et vous avez une grande quand même lumière qui pénètre dans la pièce. Ces tons bleus aussi qui réchauffent avec le jaune, et ce personnage qui est quand même moins dur, moins dans ses pensées que celui-ci, et surtout l'interaction avec le personnage de droite. Donc ce sont des toiles qui ont vraiment qui se répondent, hein, qui fonctionnent en écho et qui sont assez intéressantes, où vous retrouvez toujours les mêmes, toujours la composition en diagonale, toujours toutes les verticales à gauche, les verticales à droite. Voilà, c'est une composition en damier aussi, ce qui est intéressant. Ce n'est pas si courant que ça chez Hooper. Tout le sol, grâce toute la partie basse du tableau, grâce aux tables, là, je vais y arriver, forme une espèce de jeu de domino de damier. Ce qui n'est pas assez pas fréquent dans son travail et qui est plutôt intéressant aussi.
Composition au tiers, oui, alors je vais pardonner, mais je vais regarder ça ici. Vous avez cet espace-là jaune qui est l'espace dédié au personnage féminin, et puis vous avez l'espace gris ici et l'espace du personnage à droite. Et pour ce genre de toile, on pense qu'il y a eu une influence des peintures parisiennes, de Manet ou de Degas, sûrement. Enfin bon, c'est pareil. Si tous les peintres devaient s'être inspirés de Manet et de Degas pour faire des scènes de café, bon. Je vous le dis. Voilà. Ah, dit-il, au fond de la salle qui aime cette toile, Nighthawks. C'est, disait Hopper, dans le peu qu'il nous a dit, la toile dont il était le plus fier. C'est une toile qui est importante pour lui. Je cherche l'année de Nighthawks. Je suppose que j'en ai fait. Il faudra que je retrouve. Je ne l'ai peut-être même pas mise dedans. Je la retrouverai. Donc, c'est pas une toile de jeunesse, c'est une toile tardive. Et effectivement, elle est, on a l'impression que le mystère est à son comble dans cette toile-là, qui est une vue de nuit qu'il apprécie, dans New York, avec une simplification de tout. Vous voyez, on est quasiment, quand je vous disais qu'il a critiqué l'abstraction, mais que plus ça va et plus il y tendait, et bien là, on s'en rend compte. Il n'y a que des jeux de parallélépipèdes à l'intérieur, quasiment. Mais il y a ce grand bloc tournant, flottant même. Ici, là, vous avez cette espèce de bloc qui tourne en écho avec le bloc du bar et ces personnages qui sont ramassés autour de ce bar. Alors, c'est une icône aujourd'hui dans l'art américain. De toute manière, Hopper est devenu un des plus célèbres artistes américains. Et cette toile, voilà, elle est vraiment fondamentale. Elle a un format qui rappelle aussi l'écran de cinéma. Et on a vraiment l'impression d'être au cinéma. C'est que ça. Alors, qu'est-ce que se disent les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas, on voit, on s'imagine. Alors, il y a le personnage de dos avec le chapeau comme ça, un petit peu sur le devant, qui est assez mystérieux. Et puis, il y a ce couple. Et le couple ne se touche pas, mais on y est presque. Il y a presque un échange, parce que les mains sont très proches. Il y a quelque chose qui se dit entre eux, et aussi avec le serveur, qui est en composition triangulaire. C'est un triangle blanc, ici. Et donc, vous avez tous ces personnages qui sont placés dans le milieu de la toile, qui sont recadrés par l'arrière de la vitrine. Et donc, il y a des échanges qui se jouent ici. On ne connaît pas la nature, donc ça donne quelque chose d'assez cinématographique. C'est comme une scène dans un film. Un film noir, avec une intrigue comme ça. On se croirait dans un film américain, effectivement, complètement. Et bien sûr, toujours la même composition, avec de la diagonale, du bandeau ici, une composition au tiers, toujours le regard resserré. Il n'y a rien ici, mais tout ça, ça nous amène ici. Ça nous amène dans cet espace-là, qui est lui-même resserré encore. Là, vous voyez, cette grande partie de ce montant, je ne sais pas, botanique ou maçonné de l'architecture, qui vient comme ça fermer la scène. Une vitre qui est presque absente, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Donc ça aussi, ça renforce le voyeurisme. On a l'impression qu'ils sont tout près, qu'on va peut-être même aller boire un coup, nous aussi, dans ce bar. Toujours des beaux contrastes de vert et de rouge. Ce vert ici, si vous le prolongez, si vous en faites le tour, vous allez tomber sur sa complémentaire qui est le rouge, et des tons très sourds. Et ça lui permet ces tons sourds de rouge, de brique, de vert, de bleu, comme ça, très éteints. Ça lui permet de donner une lumière très très forte d'un coup, un gros coup de projecteur sur ce mur très éclairé.
beige là derrière qui vraiment met en valeur complètement la scène. Et vous avez aussi une forme inversée entre cette forme lumineuse qui est ici et cette forme ici, verte là, qui est quasiment son pendant inversé. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Hop, là et là, ici. Et entre les deux, vous avez un système d'emboîtement. Donc Night Hawks, effectivement, ça a beaucoup nourri le cinéma. Et ça a été une œuvre importante d'Hopper, certainement la plus importante. Toujours des fenêtres. C'est assez étonnant parce que quand on est voyeur, on passe le cap de la fenêtre. Oui. C'est 1940. 1940, merci. Donc c'est quand même bien tardif. Alors peut-être aussi qu'il y a un petit coup de guerre, je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a une interprétation autour de la guerre à avoir, j'en sais rien. Et vous voyez qu'on est voyeur, on voit des fenêtres dans les toiles, on rentre parfois par la fenêtre dans certaines toiles, les fenêtres sont très ouvertes, et puis dans d'autres, les bâtiments ont des fenêtres comme ça qui sont fermées, dans lesquelles notre regard ne peut pas pénétrer. C'est assez bizarre comme façon de procéder. Je vous ai mis des petits croquis aussi, là. On en a quelques-uns. On pense aussi que le titre du tableau vient de cet homme parce qu'il a un profil un peu biscornu, un profil d'oiseau. Bon, alors ça c'est pareil, je suis moyennement, mais peut-être. C'est vrai que oiseau de nuit, on ne sait pas trop l'expliquer. Quelques petits croquis aussi préparatoires. Oui, on ne sait pas ce qu'elle tient, si le personnage tient des billets, est-ce que c'est pour régler l'addition, est-ce que c'est une relation tarifée, et on ne sait pas trop. Alors, en parlant de relation, donc voilà, là on reconnaît bien Joséphine. Joséphine a mis toute sa carrière en berne pour s'occuper de celle de son mari. Et elle a notamment tenu à jour des carnets dans lesquels elle raconte sa perception de l'œuvre, elle a remis des croquis, etc. Donc elle a vraiment fait tout un travail autour de l'œuvre de son mari. La voici ici. Donc cette peinture de Robert Embry, quand elle était toute jeune, au moment où elle a rencontré Hopper. C'était une femme rousse, et il semblerait que ça ait beaucoup compté pour Hopper dans le fait d'accepter qu'elle soit l'unique modèle de son œuvre, parce que cette teinte chevelure rousse, ça lui plaisait au niveau du tableau, ça renvoyait la lumière d'une manière assez spécifique, et on dit qu'il aimait beaucoup ce roux dans les cheveux. Il y a d'ailleurs certaines toiles où il accentue le roux, les cheveux de Joséphine sont presque rouges. Il y a une flamboyance qui, a priori, l'attirait. Les voilà tous les deux. Ça, c'est une aquarelle de Joséphine. Il a très peu peint sa femme en train de créer. Même si elle a continué de faire des aquarelles, elle a travaillé, mais elle n'a plus exposé. Elle était après totalement éclipsée par son mari. Et elle a accepté d'être éclipsée par lui aussi. Je pense qu'elle était aussi très admirative de son travail. Elle était dans son travail, elle a aussi participé, donc c'est pas, elle n'a pas complètement disparu, même si Hopper avait très envie qu'elle se cantonne au rôle de ménagère. C'est quelque chose d'assez récurrent dans leur couple. Mais quelque part, il savait aussi qu'elle faisait partie de son travail. Et vous voyez cette toile tout en haut à droite, c'est sa dernière toile qu'il a peint une année avant sa mort, qui s'appelle Deux comédiens. Et ils se représentent avec Joséphine, comme ils se tiennent la main, et ils font leurs adieux à la scène. Alors tous les deux étaient férus de théâtre, plus que de cinéma même. Ils allaient énormément au théâtre, et d'ailleurs c'est ce qui aussi a permis à Hopper de mettre en scène énormément ses toiles. C'est ce goût pour le théâtre et la mise en scène
qu'il connaissait très très bien. Et donc vous voyez là, ils sont tous les deux, c'est un adieu. Il y a toujours ce thème du clown blanc, du Pierrot, de l'Arlequin, de la Colombine. Il y a la référence aux enfants du paradis aussi dans cette toile. Et c'est le dernier salut. Alors, Hopper est plus grand que Joséphine, il faisait pratiquement 2 mètres de haut, monsieur. Donc c'est normal, c'est pas une façon de rabaisser Joséphine en se peignant beaucoup plus grand qu'elle. C'était vraiment le couple, elle était assez petite et voilà. Donc quand il peint ça, il est malade, il a des problèmes de cataracte entre autres. Elle aussi, elle est un peu malade et donc c'est une toile qu'il peint avant sa mort. Il décède, je crois, en 67, je crois que la date de la toile ici, ça doit être 66, je vérifie. Two Comedians, c'est dans mon bazar. Voilà, il meurt en 67 et sa femme en 68, elle meurt 10 mois plus tard. Il y a des couples comme ça, étonnamment ou pas, parce qu'ils sont quand même, on peut dire ce qu'on veut du couple Hopper, ils sont restés ensemble toute leur vie, même avec leur grosse chamaillerie. Donc il y avait quelque chose de très spécial en eux. Et vous voyez le dépouillement de la scène. On retrouve cette référence à la forêt, mais qui n'est pas une forêt comme ça dense. C'est juste un peu de végétation d'ailleurs très très lumineuse sur le côté. Et puis c'est tout, quelque chose de dépouillé. Et cette main, ces 2 mains qui sont jointes, qui sont très très importantes. Alors cette toile, elle a appartenu à Frank Sinatra. Et Frank Sinatra, il en a fait une chanson, Send Me the Clouds. Hop. Vous irez l'écouter si vous avez envie d'écouter Frankie. Il est sur Music Me, me dit-on, sans velléité promotionnelle du tout, aucune. Non mais ok, super. Donc voilà, cet adieu, c'est aussi pour remercier sa femme et lui dire qu'elle était son binôme et qu'elle fait partie de son œuvre. Alors quand il est décédé, Joe Hopper a donné toutes les œuvres de son mari au Whitney Museum, elle a aussi offert les siennes, et le Whitney Museum a perdu les œuvres de madame. Ça fait comment? C'est bête, hein, c'est ballot. Ben oui. Donc la pauvre. Alors il y a une historienne, je crois que c'est Gail Levin, qui travaille actuellement sur Joe Hopper et qui essaye de retrouver des choses. Et alors moi j'ai vu un petit documentaire sur Arte sur le couple Hopper il n'y a pas très très longtemps, qui est assez intéressant. On voit quelques aquarelles, on voit quelques petites choses d'elle, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont gardé que les œuvres de monsieur. Autre chose à vous signaler, ce petit film qui dure 30 minutes de Gustav Deutsch. Qui est pas mal parce qu'il a mis certaines toiles en vie. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est un mélange de dessin et de jeux et des comédiens. Et ça donne des plans incroyables. C'est beau, hein?
Pretending to go to work as usual, and then I see him standing in one of those red lines, waiting for leftover food. Ça dure pas très très longtemps, 1h30 peut-être. C'est assez chouette hein, de les voir dans cet environnement dessiné, peint. Ouais, c'est bluffant. Hein. Shirley. Alors, je n'ai pas pensé à vous mettre ce genre de référence dans le document, donc je vais vous préparer ça et puis Fabien va vous l'envoyer par mail. Il sera super content. Tu feras ta petite promo de Musique Me en même temps. Oui. Alors, est-ce que je vais arriver? Un autre jour est possible. Je vous conseille cette émission. Bonjour tout le monde, merci de votre fidélité. Merci de votre avec France Culture. Nous sommes le lundi 15 septembre. On entame donc la 3e semaine de la 3e saison d'Un autre jour est possible avec aujourd'hui une nouvelle série consacrée au peintre américain Edward Hopper. Il y a 5 tableaux. Souvenez-vous, il y a 2 ans, l'exposition à Paris, Edward Hopper, au Grand Palais, avait attiré près de 800 000 visiteurs. Qu'est-ce qui vous plaît, vous attire dans l'univers de ce peintre du XXe siècle américain mort en 1967? La mélancolie, le temps suspendu, la nostalgie d'un paradis naturel perdu, la peur des temps modernes, le silence, la solitude. Comment répondre à cette question? Nous avons tous quelque chose d'Edward Hopper, pour plus de raisons que nous développerons justement cette semaine avec Karine Muller, spécialiste en l'art moderne et contemporain et auteur de Lever de rideau sur Edward Hopper. C'est un bon livre, ça, Lever de rideau. Et puis, en deuxième partie cette semaine, une sélection des premiers romans de la rentrée littéraire. On commence par L'oubli, déjà très remarqué, premier roman édité par l'Argenteur. Je recevrai donc son auteur, la jeune Frédéric. L'Amérique d'Edward Hopper en 5 tableaux par Karine Muller. Elle commence les émissions en lisant. La fin première et dernière de toute activité littéraire, c'est la reproduction du monde qui m'entoure via le monde qui est en moi. Toute chose devant être saisie, reprise, recréée, assimilée et reconstruite sous une forme personnelle et originale. Pour moi, c'est un principe fondateur de la peinture et je sais qu'il existe 1000 opinions différentes sur la peinture et que beaucoup objecteront que c'est désuet et dépassé. Mais pour moi, c'est une vérité première. Première partie. Donc elle commence, il y a 5 émissions, qui sont toutes très bien, et elle commence chaque émission en lisant cette citation de Hopper, dans laquelle il résume son travail, et dans laquelle il nous dit que finalement, pour lui, l'essence de la peinture, c'est partir du réel et le digérer et apporter son ancrage artistique propre, de manière à avoir une toile qui s'extrait ensuite de la réalité, même si elle reste figurative. Ça a été l'enjeu de son travail. Et effectivement, comme il le dit, ça peut paraître désuet, mais ça rappelle aussi que l'art est toujours une interprétation. Et en ça, la citation est très jolie. Donc ça, je vous le remettrai dans le petit mail. Et aussi 2 ouvrages. Alors il y a celui de Karine Muller, Lever de rideau. Il y a une monographie qui date de 2007 qui est parue chez Flammarion. C'est un ouvrage collectif, un gros pavé, qui est difficile à trouver maintenant, mais qu'on peut encore se procurer quand même sur certains sites de vente d'occasion. Et vous avez aussi un spécialiste de Hopper français qui s'appelle Alain Cueff, et notamment un album, un livre qui s'appelle Entracte, qui est sorti en 2012, chez Flammarion aussi, si vous avez envie de vous documenter. Alors après, des livres sur Hopper, il y en a beaucoup. Si vous avez envie de choses un petit peu plus imagées, peut-être que chez Taschen, sur ce genre d'édition, vous allez trouver aussi des choses intéressantes. Mais si vous avez envie d'analyse,
d'ouvrages qui flirtent un petit peu avec l'ouvrage scientifique. Ça peut être bien d'aller vers la monographie, vers Lever de rideau, quand même aussi de Karin Müller qui est bien, ou vers les ouvrages d'Alain Cueur. Voilà. Ah oui. Ouais, il doit y avoir tellement plein de choses. Je sais pas ce qu'il y a à la médiathèque. Ouh là, ma bonne dame. Qu'est-ce que c'est votre question là? Non, mais tu m'avais demandé avant, effectivement, on a plus grand chose à part un petit album pour enfants, tu sais, celui que je t'avais ramené. Ah oui, alors celui-là il fait pas le taf. Je l'ai lu. Merci de me Non, mais ça pourrait être intéressant qu'on essaye effectivement d'en mettre un ou deux au panier prochainement, si vous avez envie de revenir sur ce peintre. C'est un peintre intéressant. Il y a plein. Je pense que sa peinture n'a pas été encore vraiment défrichée, pas suffisamment. Et comme il n'a pas beaucoup parlé non plus. Ouais, c'est pas facile. Peut-être à travers ce que sa femme a laissé, elle. Peut-être qu'il faut retravailler sur ce mais c'est toujours vu par son prisme. Et il y a des fois dans ses carnets, elle est énervée après Hopper et elle n'est pas non plus, elle raconte sa vie, quoi. Il m'a fait ça, il m'a fait truc. Bon, alors, la fin, ça devient un peu et on ne sait pas si c'est suffisamment objectif au moment où elle écrit. Il y a des moments d'emphase dans ses écrits, parce qu'elle est quand même très admirative, et puis il y a des moments de colère incroyables. Donc, bon, ça renseigne beaucoup sur leur couple, et sur le travail d'auteur, peut-être pas suffisamment. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce matin. Ouais, c'est très pas trop abruti la tête. Vous avez quelques fautes, hein, normal. Il en reste toujours dedans, vous me les corrigerez. Je voulais vous demander, apparemment ils ont pas eu d'enfants. Ah non, Parce que si elle a fait don de... Mais ils se sont rencontrés, elle avait 41 ans, elle, quand même. Hein. Ah d'accord, parce que j'ai... Oui, elle est donc, et puis alors lui, elle, je sais pas, mais lui les enfants... D'accord, non. j'avais compris ça avec lui. Non, c'était pas le projet. Du tout. Non, c'était pas le genre... Et puis, elle, je sais pas. Peut-être qu'elle a souffert de ne pas avoir eu d'enfant. Mais bon, elle l'a rencontrée, elle était déjà quand même... Ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, ils étaient âgés. Enfin, elle était déjà âgée. Enfin, âgée. On va dire âgée. Mais voilà, elle n'avait pas 20 ans. Elle avait un petit peu de compteur, elle avait un petit peu de kilomètres au compteur. Quoi. On va dire ça comme ça pour être gentil. Non, il n'a pas fait de petit hopper. Il a laissé ses toiles. D'ailleurs, on dit que leurs toiles, ce sont leurs bébés. Mais derrière chaque artiste, de toute façon, moi je suis persuadée qu'il y a toujours un binôme. Toujours. Il faut le trouver. Oh, oui. Peut-être pas une femme, mais je pense qu'il y a souvent, très souvent. Mais sans être muse. Non, mais les femmes qui viennent comme ça,